Yo les guerriers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse d'un projet dont on parle depuis un petit moment, mais on s'était jamais posé pour discuter de ce projet un petit peu plus en détail alors qu'il est hyper intéressant. C'est un projet d'infrastructure, vous avez vu le titre, ceux qui savent pas lire le titre, je vous spoil pas, vous allez voir juste après. Donc on va analyser le projet et on va regarder comme d'habitude s'il y a une opportunité de marché, comment on est d'un point de vue technologie, tokenomics, timing, etc. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire un point sur quelque chose dont 2-3 personnes m'ont parlé parce que je pense qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui se posent cette question, donc ça peut être pas mal de mettre des choses au clair. J'ai sorti il y a genre une semaine, le 20 avril, cette vidéo, 3 altcoins low cap à surveiller de près. Dans cette vidéo, on avait ASI, l'alliance des 3 projets, il y avait 01 Labs et il y avait IO.net. Et une semaine plus tard, donc le dimanche 28, j'ai sorti sur ma chaîne YouTube 3 altcoins low cap, et dans les 3 altcoins, il y avait 2 des altcoins qui étaient cités. Du coup, il y a quelques personnes qui sont venues me demander pourquoi j'avais fait ça, pourquoi je parle des projets dont on parle sur Crypto Recherche. Crypto Recherche est censé être un groupe dans lequel on donne des projets low cap, pépites avant tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Donc je voulais faire un point là-dessus et simplement vous expliquer ma vision, qui est je pense aussi la vision de Paul, c'est que Crypto Recherche n'est pas un groupe de copy trading, et ça fait un petit moment qu'on le dit. C'est pas simplement on vous drop des low cap en vous disant ok achetez ça. Ce que propose Crypto Recherche, ce que vous payez, c'est toute l'analyse, toute la veille, les updates, les suivis psychologiques, les réponses aux questions, etc. Donc forcément je sais qu'il y a quand même certains d'entre vous qui sont là pour avoir les tokens en avance, et c'est le cas puisqu'il y a eu une semaine d'écart entre les deux vidéos, mais je voulais simplement attirer votre attention sur ce que je pense vous devriez surtout regarder, qui est la différence de profondeur d'analyse entre les deux vidéos. Alors oui, je parle des deux projets, simplement il y a un monde d'écart entre les deux analyses. Sur Crypto Recherche, on prend le temps d'aller plus loin, de noter les opportunités de marché, les évolutions, les updates, on va faire de la veille, etc., etc. Sur la chaîne YouTube, j'explique simplement le projet, pourquoi je le trouve intéressant, et je dis aux gens, on en parle sur Crypto Recherche, si vous voulez, allez faire vos recherches. Donc ce qu'on vous propose, ça va plus loin que simplement call des altcoins. Voilà, je sais que 99% des guerriers ont compris ça, mais je voulais quand même faire une petite mise à jour pour pas que vous posiez la question si jamais je parle des mêmes projets en vidéo ou sur Crypto Recherche, ce qui déjà est très rare, mais c'est simplement parce que la différence de profondeur d'analyse est pas du tout la même. Voilà, petit point fait, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un projet d'infrastructure avec un site qui pour le coup ne paye pas de mine, mais qui est, je trouve, super important. Pocket Network, c'est un projet qui a été lancé en 2017 et qui permet, entre autres, aux développeurs de DApp de venir accéder facilement à tout un tas de blockchains différentes. Le but de Pocket Network, c'est de fournir aux développeurs un point d'accès unique à plusieurs réseaux blockchain pour faciliter la construction de DApp qui sont capables d'interagir avec différentes blockchains sans avoir à se connecter individuellement à chacune d'entre elles. Vous savez que quand un développeur lance une application décentralisée, son application elle repose sur une blockchain. La blockchain c'est le socle économique. Sauf que pour être compatible à toutes les blockchains, forcément il y a des langages à respecter, il y a des conditions, etc. C'est hyper chiant. Et Pocket Network vise à uniformiser tout ça. Donc avant d'analyser un petit peu plus en détail le fonctionnement du projet, il va falloir comprendre une notion très importante. Cette notion, c'est la notion de nœud RPC. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais à mon avis, tout le monde n'est pas hyper à l'aise avec ça, et c'est normal. Pour faire simple, une blockchain, c'est un réseau décentralisé d'ordinateurs, qu'on appelle des nœuds, et ces nœuds, ils sont responsables du stockage des données, de la validation des transactions, et de la communication au sein de la blockchain. Les applications décentralisées qui vont venir se construire dessus, elles utilisent un type spécial de nœuds, qu'on appelle les nœuds RPC, ou RPC node en anglais, qui sont les nœuds qui vont permettre à la DApp de venir lire les données sur la blockchain et d'envoyer les transactions au réseau. Ce processus, c'est assez connu, c'est ce qu'on appelle le Remote Procedure Call, ou RPC, pour les intimes. C'est un processus, comme on le voit sur l'image, qui se place entre la blockchain et la DApp et qui joue justement l'intermédiaire. C'est pour ça qu'on dit que Pocket Network est ce qu'on appelle un middleware, parce qu'il est au milieu des deux. Donc un développeur de DApp n'a pas le choix et doit avoir un nœud RCP pour que son application fonctionne correctement. Pour ça, il peut monter lui-même son propre nœud, mais forcément ça prend du temps, il a peut-être pas non plus les connaissances ni les compétences pour le faire. Il peut utiliser des solutions centralisées comme Alchemy ou Infura, je sais pas exactement comment ça se dit, qui vont mettre à disposition leur nœud pour l'application. Le problème c'est que la plupart du temps ce sont des fournisseurs qui sont centralisés ou qui sont trop peu diversifiés. Et ça crée un point de défaillance unique, ça sert à rien d'avoir une blockchain qui est hyper décentralisée si les applications ne peuvent pas interagir entre elles et si on a des nœuds qui sont extrêmement centralisés. Parce que du coup, ça centralise l'ensemble et ça casse justement l'objectif du réseau distribué. Et du coup, c'est sur ce format que s'est lancé le projet Pocket Network. Pocket Network, c'est un protocole d'épines, d'infrastructure décentralisée, qui est conçu pour être une couche qui fournit des RPC à l'écosystème blockchain. Le projet, il propose donc de louer des services de RPC décentralisés. Donc RPC, quand vous entendez ça, dites-vous globalement, ce sont des nœuds qui permettent à une blockchain de communiquer avec une application. Voilà, si jamais vous n'êtes pas hyper à l'aise,
ça vous suffit. Sauf que, contrairement à ses concurrents, Pocket ne possède pas ses propres nœuds. Ils vont plutôt venir connecter les utilisateurs à un réseau de fournisseurs de nœuds indépendants dans le but de venir décentraliser au maximum la gestion des nœuds. Un autre avantage qu'a Pocket Network, c'est que ces fameux nœuds, ils ne servent pas uniquement pour l'écosystème Ethereum. Vous voyez toutes les blockchains qu'il y a là, à l'heure où je vous parle, ces nœuds, ils peuvent se connecter à plus de 60 blockchains différentes. On voit qu'il y a toutes les grosses blockchains, Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Base, Polygon, etc. Les développeurs de DApp, ils ont donc accès à une solution qui est polyvalente, qui va leur permettre d'être très flexibles dans la création de leurs produits. Pour mieux comprendre comment fonctionne Pocket, il faut se pencher sur les différents acteurs du réseau et sur la manière dont les nœuds sont utilisés. Donc qu'est-ce qu'on a comme différents acteurs? On a plusieurs acteurs, les validateurs, les utilisateurs, la Pocket DAO, les gateways et les service nodes. Déjà, on s'attarde un petit coup sur les service nodes. Les service nodes, c'est les nœuds qui sont la base du réseau Pocket. C'est vraiment le socle, le noyau dur. Le rôle au service node, c'est de venir se connecter à Pocket et aux différentes blockchains et de faire passer les données et assurer l'intégrité du réseau. En gros, c'est de faire le travail de RPC, ok, de fameux intermédiaires. Quand vous pensez RPC, intermédiaire. Ensuite, on a les gateways. En français, je crois que c'est les ports d'entrée, si je dis pas de bêtises. Les gateways, elles sont responsables de la gestion de l'interface entre les applications et Pocket Network. Vous pouvez un peu imaginer les gateways comme une interface qui permet de communiquer avec Pocket. En gros, elles vont garantir que les requêtes entrantes sont correctement formatées, authentifiées et autorisées avant de les transmettre au nœud service, au service node qu'on voit ici. La grande différence notable entre les service nodes et les gateways, c'est que le gateway, il va principalement venir interagir avec les applications, alors que le service node, lui, va interagir plutôt avec les nœuds. Voilà, c'est deux rôles qui sont assez différents dans le système. Actuellement, il y a seulement 2 gateways sur Pocket, qui s'appellent Nodies et Groove, mais ça devrait changer dans les prochaines mises à jour, puisqu'apparemment, la construction de gateway deviendra permissionless. Ça veut dire que tout le monde pourra construire sa propre gateway. Ensuite, on a les nœuds validateurs. Les nœuds validateurs, ce sont des service nodes, d'accord, qui font aussi un travail de validation. Ils vont être responsables de valider la blockchain en proof of stake de Pocket et de confirmer les blocs qui contiennent les preuves qu'une requête a été effectuée. Et pour finir, on a les utilisateurs et les différentes blockchains qui ont besoin de RPC. Maintenant qu'on a tous les acteurs, on peut voir comment fonctionne le processus sur Pocket. Dans un premier temps, vous voyez la petite étape numéro 1, on a un utilisateur qui est souvent un créateur d'application, d'accord, qui va faire une demande de connexion pour une certaine blockchain. Donc imaginez que je développe un processus de casino sur une blockchain, si je veux le faire sur la blockchain Ethereum, je vais faire une demande de connexion à la blockchain Ethereum. Et donc je vais aller demander des nœuds RPC qui vont jouer l'intermédiaire. Donc je vais aller demander à qui? À Pocket. Donc ensuite, Pocket va venir connecter notre utilisateur à un service node aléatoire sur son réseau. Ce nœud, il va ensuite se charger de venir transmettre les données de l'utilisateur à la blockchain qu'il veut. Donc ici, dans notre exemple de casino sur la blockchain, c'est Ethereum. Les nœuds validateurs, ils vont venir contrôler la transaction et si tout est bon, les finaliser. Ils vont venir voir si le service node a bien fait son travail. Si c'est pas le cas, on a une partie du collatéral du service node qui va être slashée ou confisquée. En gros, c'est quelque chose qui est très récurrent dans les systèmes économiques. Normalement, vous commencez à être à l'aise avec ça si vous regardez les vidéos depuis un moment. C'est que, en général, quand on a des acteurs d'un réseau, que ce soit des validateurs, des stakers, etc., il y a un certain montant à mettre en caution. Un petit peu comme quand vous prenez un Airbnb où vous garantissez que vous n'allez pas tout casser, sinon on vous encaisse votre caution. Et ben, c'est exactement pareil. Les validateurs, les stakers sont obligés d'avoir un certain nombre de jetons en caution pour garantir qu'ils sont concernés par leur travail. Donc on est vraiment sur un système de middleware qui a plusieurs avantages. Premièrement, le fait d'avoir un réseau de nœuds décentralisés ouvert à tous qui fournit des RPC plutôt qu'un fournisseur centralisé, ça permet de venir supprimer les points de centralisation. Toutes les heures, le service node qui fournit les RPC, il est échangé avec un autre pour éviter d'être dépendant d'un seul nœud. En cas de problème avec un service node, Pocket peut aussi directement venir changer les nœuds pour éviter que l'application qui s'en serve ait une période d'arrêt. Et c'est d'ailleurs l'un des gros arguments de Pocket, si on regarde à l'accueil, voilà, on voit qu'ils se vantent d'avoir 99,99% de uptime, c'est-à-dire de période où ils sont actifs depuis leur création. Un autre avantage, c'est qu'avec un réseau décentralisé, Pocket est capable de gérer un grand nombre de requêtes en même temps, en les distribuant aux différents nœuds et en les traitant de manière parallèle. Cette façon de faire, elle est donc beaucoup plus scalable qu'un fournisseur centralisé. Et cette scalabilité, elle va permettre aussi de venir fournir des services qui sont beaucoup moins chers que certains concurrents. Un autre point qui est important, c'est la sécurité des données des transactions qui passent par Pocket Network. Toutes les requêtes et les réponses transmises à travers Pocket Network sont chiffrées, ce qui permet du coup de garantir que les données restent sécurisées et privées. En plus de ça, Pocket ne stocke aucune donnée utilisateur ou information personnelle pour protéger encore plus la confidentialité des utilisateurs. J'aimerais bien pouvoir vous montrer un petit peu comment ça marche, mais pour le coup, ils sont pas hyper gourmands en illustration et en explication, donc je suis obligé de faire avec ce que j'ai. Donc, Pocket propose un très bon produit, mais ils ont aussi mis en place des choses pour venir simplifier son utilisation. Ils ont mis en place le Pocket Core SDK, qui est un kit de développement qui permet aux développeurs de venir créer des applications
en utilisant différents langages de programmation comme JavaScript ou Python. Autrement dit, les développeurs ils vont avoir accès à une interface qui est simple pour interagir avec différentes blockchains. Ça, c'est la fondation de Pocket, c'est le socle. Mais le projet est en train de pas mal évoluer. Le protocole de base de Pocket, il s'appelait Morse et il a été lancé en juillet 2020. Il a été créé sur le framework Tendermint de Cosmos et il a permis au projet de se développer et de traiter plus de 700 milliards de requêtes sur 50 blockchains différentes, ce qui est quand même assez impressionnant. Tout ça avec un maximum de 27 000 nœuds et environ 15 000 nœuds en moyenne. Mais on arrive à une période où le projet se dit ok, on fait du bon taf, mais ça serait pas mal si on pouvait encore améliorer notre protocole. Et ils ont mis en place la mise à jour Shannon en 2023. Cette mise à jour Shannon, elle a deux objectifs principaux. Le premier objectif, ça va être de venir simplifier le système de Pocket et de favoriser une plus grande modularité. Ils ont prévu d'implémenter ce qu'on appelle des micro-rollups en utilisant le framework de Rollkit et de travailler avec Celestia pour la disponibilité des données. Rollkit, c'est globalement un outil qui permet aux développeurs de déployer facilement des rollups. Vous savez, les rollups, c'est une sorte d'entités qui vont prendre plein de transactions, qui vont faire une sorte de boule avec les transactions et qui vont pouvoir les envoyer. C'est souvent utilisé dans les layers 2. Et donc, on a des micro-rollups, donc je pense que c'est plein de petits rollups qui vont permettre à Pocket de faire ce qu'on appelle des batch transactions, c'est-à-dire prendre plusieurs transactions, les regrouper en une seule pour réduire la congestion du réseau et améliorer tout ce qui est scalabilité, frais, etc. C'est aussi cette mise à jour, si vous avez bien suivi, qui permettra la création de gateways permissionless, que tout le monde puisse avoir accès au réseau sans aucune permission. La mise à jour, elle a été déployée sur le testnet en début 2024 et le lancement sur le mainnet qui devrait se faire Q2 2024. Donc avec cette proposition de valeur, il y a peut-être un projet qui vous dit quelque chose qui ressemble très fortement à ça, qu'on a traité il y a pas longtemps, qui est Anchor. Et en soi, je pense pas qu'il y ait vraiment de concurrence, puisque c'est pas une mauvaise chose d'avoir plusieurs solutions décentralisées à disposition, un petit peu comme les oracles, puisque ça permet d'ouvrir le marché et de rendre l'infrastructure du Web3 au final un petit peu plus robuste. Ok, on en a fini avec la partie tech, let's go pour les tokenomics. Le token de Pocket, c'est le POKT, on va l'appeler le POCT. Le POCT, il a une charte qui fait un peu flipper. Alors, très vite fait, je vous explique en général, les chartes comme ça, c'est parce que les mecs, au lancement, ont mis trop peu de jetons à disposition. Du coup, le prix a explosé et au final, quand les libérations sont arrivées, le prix a commencé à se stabiliser. Il y avait une offre qui était assez corrélée à la demande, qui n'était pas trop faible pour la demande, et donc on a des chartes assez dégueu comme ça. Si vous connaissez, il y a Casper qui ressemble à ça. C'est dommage parce que ça pourrit un peu la réputation du token, alors qu'en vrai, c'est pas si dramatique. Bref, le token, il est autour des 14 centimes. L'ATH, je pense pas qu'il soit très représentatif des 2,3 $ pour des questions de nombre de jetons en circulation. En fait, prenez aussi bien en compte, et j'en ai pas parlé dans ma vidéo sur The Graph, donc c'est intéressant de revenir sur ça, que on peut faire des comparaisons à l'ATH si le nombre de jetons en circulation est assez similaire. Un prix, c'est le market cap diminué par le nombre de jetons. Donc forcément, si le nombre de jetons augmente énormément, le prix diminue. Et forcément, c'est compliqué de faire des comparaisons avec l'ATH si jamais la supply a fait x4, x5, comme ça peut être le cas pour certains projets. Bref, on s'est un petit peu égaré. Le token, il est actuellement autour des 14 centimes. Il y a 230 millions de market cap, un petit peu de volume. On est sur 1,3 million de volume tous les 24 heures, ce qui est quand même ok. Vous voyez qu'on a une supply en circulation qui est extrêmement proche de la total supply, ça va être à prendre en compte. Et petit point sur les échanges sur lesquels sont listés pour que vous puissiez avoir une petite idée. Si jamais il y en a qui demandent où sont listés chaque token, vous avez juste à descendre en dessous là sur CoinMarketCap. D'un point de vue économique, au centre de Pocket Network, on a leur fameux POCT. Le POCT, il sert à quoi? Il sert à payer les frais, à utiliser le service en tant que développeur, à la gouvernance, au staking et à devenir opérateur ou validateur. Les opérateurs de nœuds doivent stake aux alentours des 15 000 POCT, ok? Et les validateurs doivent stake assez de POCT pour être dans le top 1000. C'est un mécanisme qui est assez intéressant. Si on compare avec Ethereum, par exemple, pour être un validateur sur Ethereum, vous devez staker 32 Ethers. Ok, tout le monde peut devenir validateur. Là, sur POCT, c'est assez différent parce que pour devenir un validateur, vous devez simplement staker assez de jetons pour être dans le top 1000 des stakers. Donc ici, c'est actuellement 75 100 par rapport au prix, ça fait entre 7 et 10 000. J'ai un peu la flemme de faire le calcul, je vous avoue. L'une des questions que vous devez absolument vous poser quand vous analysez la tokenomics d'un protocole, c'est comment ce protocole génère des revenus. Le premier élément, c'est l'inflation. Sur la supply de POCT, on voit qu'il y a 85% de l'inflation qui est redistribuée aux nœuds. On a ensuite 5% qui sont redistribués aux validateurs et 10% qui vont aller à la POCT DAO. Si on regarde l'inflation journalière, elle a été limitée à 220 000 jetons POCT par jour avec un vote de gouvernance en 2023. Le but, c'est vraiment de diminuer la création de nouveaux tokens et de combiner ça à un mécanisme de burn qu'on va voir juste après. Ensuite, on a les revenus qui vont être générés par les gateways. Donc sur chaque requête, il y a un frais de 0,85 $ qui est payé à la DAO et qui est brûlé chaque semaine. Et pour finir, on a les frais de transaction. Sur ces frais, on a 1% qui va aller au validateur et le reste à la DAO. Je vous ai parlé tout à l'heure de burn, de brûlage de jetons. Le but des burns, ça va être de venir trouver un équilibre entre le nombre de jetons créés et le nombre de jetons brûlés, de venir maîtriser le taux d'inflation. Le jeton POCT n'a pas de supply maximale qui est fixe, mais le nombre de tokens actuellement il est de 1,67 milliard, on l'a vu tout à l'heure ici. Et si on regarde, on voit qu'on a une inflation qui est estimée à 86 millions de jetons tous les ans, donc environ 5% par an. Il y a aussi le fameux mécanisme de burn dont on a
parlé. Vous voyez que là, il y a une projection de 945 000 jetons brûlés tous les ans. En ce moment, il y a entre 10 et 15 000 jetons qui sont brûlés toutes les semaines. Alors ce sont des chiffres et des estimations qui peuvent changer en fonction de l'utilisation du protocole. Si on va sur Dropstab faire un petit tour sur les vestings, on voit que on a une grosse partie des libérations qui ont déjà été faites. Quand vous voyez 0 à chaque fois, ça veut dire que par exemple la team, dans les jetons qu'ils ont reçus, ils ont reçu 100%, qui s'est débloqué le 28 juin 2023 par exemple. Il reste quelques éléments. Il y a le deuxième vesting de la team qui va se libérer encore sur 500 jours, et on a les jetons de Private Rune où il leur reste encore 1100 jours. Si on va faire un petit tour dans le fundraising, on voit que les prix sont à des très bons niveaux. En Précile, ils sont en x14, en Seal, ils sont en x3, en Private Rune, ils sont en x1,21, et en Private Rune numéro 2, ils sont en x0,63, donc ils sont en négatif. Donc actuellement, si on se place aujourd'hui, on a des prix qui sont plus intéressants que le deuxième tour de vente privée et des prix équivalents avec le premier round. Sachant qu'en termes d'adoption, les chiffres sont quand même assez encourageants. D'ailleurs, parlons-en de l'adoption. Vous noterez la petite transition. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut voir si on va sur le scanner? Si on va checker le nombre de nœuds actifs, on voit qu'actuellement, il y en a 14 760 et qu'on est pas loin des 2300 applications. En tout, on a presque un demi-milliard de requêtes qui ont été faites dans les dernières 24 heures et c'est à peu près dans la moyenne de ce qui se fait tous les jours sur Pocket. Vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose de très régulier, ce qui est logique, puisqu'en général, si des DApps utilisent les services de Pocket, c'est pour un certain nombre de temps qui est, normalement, si le service est bon, assez élevé. Sur ce graphique, on voit aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'au total, il y a plus de 13 milliards de requêtes qui ont été faites. À part ça, Pocket est principalement utilisé sur la blockchain Polygon, sur Ethereum et sur la Binance Smart Chain. Vous voyez qu'on a Solana et Base qui sont un petit peu en dessous, Base qui commence à remonter de plus en plus d'ailleurs. Par contre, si on va voir les jetons brûlés, il y a une stat qui peut être intéressante. Vous voyez ici que depuis octobre 2023, le nombre de jetons brûlés s'est vraiment cassé la gueule. On était à 1 million de jetons qui étaient brûlés, et là on est descendu à 200 000 pour là actuellement être dans les 50 000. Pourquoi on a ça? On peut un petit peu s'alerter de ça, on peut se demander, ok, c'est un peu bizarre, est-ce que c'est dû à une baisse d'activité? La réponse, c'est que pas du tout. En fait, le nombre de jetons brûlés, c'est en fonction du prix en dollars. Et si vous regardez, le jeton a pris quasiment 400% entre octobre et novembre, à peu près, en 2023. Donc c'est normal qu'il y ait moins de jetons qui sont brûlés parce que la valeur d'un jeton a augmenté. On peut aussi voir que le nombre de tokens qui sont stakés sur Pocket a pas mal diminué cette année, en passant de 900 millions de POCT à 740 millions. Ça paraît assez logique quand on voit la baisse de productivité sur la période de octobre-novembre 2023 des réseaux qui participent à l'économie de Pocket. En vrai, c'est assez corrélé à l'activité des blockchains, bear market, tout ça. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que depuis janvier 2024, cette productivité est en train de remonter tranquillement. Si la tendance se confirme sur l'année, ça veut dire que la demande pour le service de Pocket serait en pleine récupération. Je sais pas si ça vous dit un truc, mais ce token, il y a une petite vibe de gelato, un petit peu. Personne n'en parle trop, il y a un gros potentiel, c'est extrêmement utilisé. On est sur un timing qui est, je pense, vraiment bon. Le projet est sur la narrative d'Epine, qui est l'un des meilleurs narratifs pour ce cycle. Les prix actuels sont très intéressants et il y a très peu de pression vendeuse à venir. Donc on est sur un projet qui a clairement l'air d'être l'un des meilleurs fournisseurs de RPC décentralisé. Le fait que le réseau supporte plus de 60 blockchains, c'est absolument parfait pour venir développer tout type d'applications. Et je parle aussi des applications cross-chain, c'est très intéressant. Les RPC posent souvent un gros problème de sécurité dans un écosystème où tout le monde veut se décentraliser, mais Pocket semble avoir trouvé une solution viable pour résoudre ce problème. Alors bien sûr, ils sont pas les seuls sur ce créneau, il y a aussi Anchor par exemple, donc il va falloir un petit peu surveiller si les métriques continuent leur tendance en hausse. Mais à part ça, les chiffres de Pocket sont encourageants et il y a une réelle demande pour le jeton Pocket. Personnellement, je suis rentré sur Pocket et je vais DCA ça pendant une certaine période. Voilà les gars, c'est tout pour Pocket Network. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo les guerriers. Dites-moi ce que vous pensez du projet dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao les potes.